Bonjour, bien dans cette seconde vidéo consacrée aux travaux de Stephen Hawking, on va s'intéresser aujourd'hui à ceux concernant les trous noirs. Donc on est au début des années 1970 et Stephen Hawking commence à s'attacher en collaboration avec d'autres chercheurs, il n'était pas le seul, à la mise en place de ce qu'on va appeler une thermodynamique des trous noirs, c'est-à-dire quelque chose de calqué sur les lois de la thermodynamique usuelle, ce qui revenait en fait à modéliser les trous noirs comme des systèmes physiques capables d'interagir avec le milieu extérieur et d'évoluer au cours du temps. Alors le premier résultat important, en fait, il datait déjà des années 1960, avec une hypothèse qui avait été émise par les physiciens russes, Ginzburg, Zeldovich et Novikov, selon laquelle, en fait, le trou noir à l'équilibre le plus général, solution exacte donc des équations d'Einstein, pouvait se décrire en fait à l'aide de maximum trois paramètres à peine, c'est-à-dire sa masse m, son moment cinétique, j par exemple, c'est une grandeur en fait qui décrit son état général de rotation, disons, et sa charge électrique, disons q. Voilà. Alors cette propriété, c'est a priori très étonnante, hein, le fait que ça dépende que de ces trois paramètres. Parce qu'un corps ordinaire, disons un simple caillou, mais en plus de sa masse, de son moment cinétique et de son éventuelle charge électromagnétique, s'il est aimanté par exemple, ben, il est caractérisé aussi par une forme, par des couleurs, une composition chimique, enfin après des milliards de particules élémentaires qui sont organisées d'une certaine manière, etc. Donc en fait, sa description complète ben, requiert en fait, vraiment complète, hein, requiert la connaissance de nombres gigantesques de paramètres. Le trou noir, lui, et c'est précisément ce qui le distingue de tout autre type de corps matériel, ben, serait totalement décrit par trois quantités seulement, donc m, j et q. Alors un trou noir statique, lui, ne dépend que de sa masse m, et il est entièrement décrit par solution exacte des équations d'Einstein, la solution de Schwarzschild. Un trou noir statique qui est chargé électriquement dépend de sa masse m et de sa charge q, et il se décrit entièrement par une solution dite de Reissner-Nordström, en fait du nom des deux physiciens qui l'ont découverte indépendamment l'un de l'autre dès 1916 et 1918. Un trou noir en rotation qui n'est pas chargé ne dépend donc que de sa masse m et de son moment cinétique j, et il se décrit par la solution de Kerr, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et enfin, le trou noir le plus général, c'est-à-dire donc qui est en rotation, qui est chargé électriquement, ben, il donc dépend de M, J et Q, et il correspond donc à une solution dite de Kerr-Newman. Voilà. Alors ceci dit, hein, comme la répulsion électromagnétique d'une masse chargée électriquement pouvant s'exercer en fait durant la formation d'un trou noir est très largement supérieure à l'attraction gravitationnelle d'un facteur gigantesque, hein, de l'ordre de 10 puissance 40. En fait, il n'y a aucune situation astrophysique plausible permettant à un trou noir en fait, de conserver une charge électrique quand il se forme. Donc ça veut dire que finalement, ben, l'état final d'un trou noir réaliste se réduit à la solution de Kerr, masse et moment angulaire. Alors, de nombreux chercheurs se sont donc attachés à prouver cette conjecture tout à fait étonnante, qui a été exprimée d'ailleurs par un aphorisme pittoresque qui a été proposé en 1971 par John Wheeler et Remo Ruffini. Un trou noir n'a pas de cheveux. Voilà. Et alors sa démonstration mathématique, donc elle est aussi appelée parfois du coup le théorème de Calvici, ou bon, de façon moins amusante, le théorème d'unicité. Alors l'unicité de la solution de Schwarzschild a été démontrée effectivement en 1967 par quelqu'un qui s'appelle Werner Israel, et puis l'unicité des autres solutions bien des années plus tard par Brandon Carter, Robinson, Mazur, etc., etc. Alors un second résultat majeur concernant la façon dont un trou noir à l'instar en fait d'un système thermodynamique, peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, a été obtenu en 1969 par Roger Penrose. En étudiant ce qui se passerait lorsqu'une particule se désintègre, par exemple en deux fragments, à l'approche de l'horizon des événements d'un trou noir de Kerr, c'est-à-dire un trou en rotation, bien Penrose a montré que l'on pouvait théoriquement ajuster sa trajectoire de façon à ce que l'un des deux fragments tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe, emportant avec lui une énergie supérieure à celle de la particule initiale. Voilà. Alors c'était
la première indication que l'on pouvait en fait extraire de l'énergie d'un trou noir en rotation. Alors, le processus de Penrose a été immédiatement étudié en détail à l'université de Princeton par un physicien grec, Démétrios Christodoulou, qui avait à peine 18 ans d'ailleurs à l'époque, et son mentor, Remo Ruffini. Voilà. Alors, en 1970, donc, ils ont démontré que l'on pouvait en fait extraire une partie de la masse énergie d'un trou noir de Kerr, mais pas tout. C'est-à-dire, il reste toujours ce qu'on appelle une masse irréductible, qui, elle, ne peut qu'augmenter au cours du temps. Alors, la même année, Hawking a généralisé leurs résultats en démontrant que l'aire de l'horizon d'un trou noir, l'aire au centre de surface, hein, elle est égale en fait, au carré de la masse irréductible. Eh bien, cette aire ne pouvait qu'augmenter au cours du temps. Alors, même par exemple en cas de fusion de deux trous noirs en un seul, ben, l'aire finale est supérieure ou égale à la somme des aires des deux trous noirs par an. Oui, mais en thermodynamique, il existe également une grandeur qui ne peut qu'augmenter. C'est l'entropie. Alors ce concept d'entropie qui a été découvert à la fin du XIXe siècle en étudiant les gaz, mais ça mesure en fait le degré de désordre qui règne dans un système, ou en fait ce qui revient au même, la quantité d'information qui est cachée dedans. Et on a la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que le désordre d'un système isolé ne peut qu'augmenter au cours du temps. Donc, en fait, le parallèle entre l'aire d'un trou noir et son entropie semblait aller de soi. Mais voilà, il fallait le prouver, et le chemin pour le faire était semé d'embûches. Alors le physicien israélo-mexicain, qui s'appelle Jacob Bekenstein, a été le premier à s'engager dans ce problème en 1972, sous l'impulsion toujours de John Wheeler, qui lançait aussi, comme Zeldovich, des idées à l'appel. Et il était donc étudiant en thèse en fait à l'université de Princeton, et Wheeler en fait lui avait demandé de réfléchir au problème suivant. Si je verse une tasse de thé bouillant dans un trou noir, que devient l'entropie de l'eau chaude? Voilà, bah, c'est ce type de questionnement qui, à première vue, un peu fantaisiste, qui permet en fait parfois d'accomplir un bond en avant en physique fondamentale. Donc, en reprenant les travaux de Christodoulou, de Ruffini et de Hawking, ben, Bekenstein, il montre en effet que l'aire d'un trou noir est effectivement une mesure de son entropie. Alors pour cela, en fait, il suit deux lignes de calcul différentes. Dans la première, en fait, il confirme le calcul de Hawking, selon lequel, en fait, lorsqu'un trou noir absorbe une particule, ben, son aire augmente d'une certaine quantité. Voilà. Mais quand même, il insiste sur un fait qui était négligé par Hawking, qu'en même temps, ben, de l'information est perdue derrière l'horizon des événements. C'est-à-dire une sorte de bits d'information qui disent ben, si la particule existe encore ou pas. Voilà. Alors ça, c'était cohérent en fait avec le fait que l'entropie, c'est une mesure de l'information cachée dans le système, donc perdue pour le milieu extérieur. Alors Bekenstein, dans l'autre voie de raisonnement, il considère en fait une petite boîte remplie d'un gaz chaud. Alors comme la température elle est due au mouvement des molécules de gaz, ben, si la température est très élevée, le mouvement des molécules est très désordonné et l'entropie du gaz est grande. Si maintenant la boîte tombe dans un trou noir, ben, on peut penser que l'entropie de l'univers doit diminuer, parce que le gaz de la boîte ne peut pas être récupéré. Oui, mais la deuxième loi de la thermodynamique, qui est cette fois-ci appliquée à l'entropie du système trou noir plus univers, ben, elle stipule qu'elle ne peut pas diminuer. Donc ça veut dire qu'il faut que le trou noir ait lui-même une entropie qui augmente quand le gaz y tombe. Voilà. Et oui, mais si le trou noir, le raisonnement est bien bon, mais si le trou noir a une vraie entropie de nature thermodynamique, ben, il a aussi une température. Et si le trou noir a une température, s'il est chaud d'une certaine manière, ben, il doit produire un rayonnement. Alors donc évidemment, la conclusion de Bekenstein, ça c'est le raisonnement de Bekenstein, était violemment iconoclaste parce qu'elle entrait en conflit avec la définition même des trous noirs. Le trou noir ne peut pas rayonner. Alors cette année-là, donc au mois d'août, bah, tous les protagonistes de cette affaire se retrouvent en France, à la fameuse école d'été des Ouches. Et Bekenstein, il était présent en tant que simple étudiant, hein, et il n'a pas eu droit à la parole, parce que les orateurs étaient Carter, Hawking, Ruffini, bon, et quelques autres pointures. Voilà.
Et lors d'un de ces exposés, donc Hawking, Carter et James Bardeen ont montré en fait que la physique des trous noirs présentait en effet une série d'analogies avec la thermodynamique classique. Alors l'une d'entre elles était que la pesanteur qui règne à l'horizon des événements d'un trou noir, qu'on appelle donc enfin la gravité de surface, semblait jouer le rôle d'une température. Voilà. Mais pour eux, évidemment, il ne s'agissait que d'analogie. Ils étaient convaincus que sur le fond, Bekenstein avait tort. Il ne pouvait pas y avoir de température associée au trou noir, parce que ça les ferait rayonner. Alors l'année d'après, en fait, les deux interprétations rivales ont été publiées, en fait, par Bekenstein, en avril 1973, voilà, sous le titre Black Hole and Entropy, et par indépendamment, donc Bardeen, Carter et Hawking, au mois de juin cette fois-ci, sous le titre Les quatre lois de la mécanique des trous noirs. Voilà. Alors pourquoi quatre lois d'ailleurs en fait, hein? Eh bien parce que, en plus de la seconde loi de la thermodynamique, qui concerne, je l'ai dit, la croissance de l'entropie, il y en a trois autres. Alors la loi qu'on peut appeler zéro, la loi numéro zéro, en fait elle dit que toutes les parties d'un système en équilibre thermique ont la même température. La loi numéro un, elle dit que la chaleur, c'est une forme d'énergie. Et elle décrit comment s'échangent les différentes formes d'énergie dans un système qui évolue et qui a l'interaction. La loi numéro 3, elle établit en fait l'inaccessibilité du zéro absolu. Tiens, je vous rappelle, donc sur l'échelle Kelvin, c'est le zéro, et donc sur l'échelle Celsius, c'est moins 273,15 degrés. Voilà. Alors, c'est quand même la loi numéro 2 qui est en quelque sorte le symbole de la thermodynamique, parce que c'est celle dont la portée est la plus universelle, puisque en fait, elle établit que les systèmes, finalement, deviennent de plus en plus désordonnés au cours de leur évolution. Maintenant, pour la thermodynamique propre au trou noir, l'analogue de la loi numéro 0, elle dit que tous les points de l'horizon des événements d'un trou noir à l'équilibre ont la même pesanteur, c'est-à-dire ont la même gravité de surface. Bon, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est quand même une propriété surprenante, parce que l'horizon des événements des trous en rotation, il n'est pas sphérique, hein. Il est aplati au pôle par l'équivalent, si vous voulez, de force centrifuge. Voilà. Et dans les astres normaux, ordinaires, en rotation, comme la Terre ou le Soleil, on sait que la pesanteur, elle est plus forte au pôle qu'à l'équateur. Voilà. Au contraire, sur l'horizon des événements d'un trou noir, aussi aplati soit-il, il n'y a aucune variation de la pesanteur. Alors la loi numéro 1, elle, pour les trous noirs, elle dicte comment, dans toute transformation d'un trou noir, sa masse, sa vitesse de rotation et son moment angulaire varient en fonction de son aire, donc la surface de son horizon des événements, et de sa gravité de surface. Et enfin, la loi numéro 3, elle dit qu'il est impossible d'annuler la gravité de surface d'un trou noir en un nombre fini de transformations. Par exemple, en accélérant son moment angulaire jusqu'à une valeur extrémale, mais qui est en fait impossible à atteindre. Bon, alors l'histoire peut vous paraître un petit peu embrouillée. Alors je dois préciser en fait qu'à cette époque, en Union soviétique, les physiciens russes avaient commencé à produire des résultats nouveaux en introduisant en fait la mécanique quantique dans l'étude des trous noirs. Alors il y avait Zeldovich, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, qui avait eu l'idée aussi nouvelle que des trous noirs en rotation devaient rayonner des particules quantiques. Et il avait démontré en fait avec son étudiant de l'époque, Alex Starobinsky. En 1973, donc Hawking se rend à Moscou et discute donc du sujet avec Zeldovich. Voilà, j'ai déjà parlé de l'anecdote où il croyait que Zeldovich était un physicien collectif tellement qu'il avait eu d'idées. Alors c'est là donc en fait que Hawking a compris l'intérêt d'étudier les trous noirs d'un point de vue quantique. Et il se dit alors en substance que en appliquant les méthodes de Zeldovich sur un trou noir de Schwarzschild qui ne tourne pas, comme il croit, il est persuadé que ce dernier ne peut pas rayonner, il va démontrer que les idées de Bekenstein sont fausses. Voilà. Et c'est justement en trouvant le contraire, et bien malgré lui d'ailleurs en 1974, que Hawking va faire sa plus grande découverte, celle qui va rester comme un résultat essentiel de la physique théorique, c'est-à-dire l'évaporation quantique des trous noirs, qui doivent rayonner comme des corps incandescents dont la température est bel et bien donnée par leur gravité de surface.
Alors j'aime bien cette citation de Bertolt Brecht. Qu'advient-il du trou lorsque le fromage a disparu? Bon, je vais vous parler de ça maintenant dans cette seconde partie sur l'évaporation quantique des trous noirs. Alors dans la conception classique d'un trou noir, rien ne peut sortir de l'horizon des événements. En mécanique quantique, au contraire, bien en raison du principe d'incertitude, bien une particule a toujours une probabilité non nulle de franchir une barrière de potentiel, comme on l'appelle, par ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et donc appliqué à la théorie des trous noirs microscopiques, les micro-trous noirs, bien, le principe d'incertitude crée en fait des sortes de tunnels quantiques à travers l'horizon qui normalement est infranchissable sur le plan gravitationnel et donc permettant à des particules de s'en échapper et au trou noir de s'évaporer. Alors cette évaporation quantique du trou noir se manifeste effectivement sous la forme d'un rayonnement caractéristique qui est en fait un rayonnement de corps noir dont la température est proportionnelle à la gravité qui règne à la surface du trou noir. Alors Bekenstein, donc, en fait, il avait parfaitement raison. C'est-à-dire que Bekenstein, il nous a quittés en août 2015 de façon totalement incognito et dans l'indifférence quasiment générale. Alors, cette évaporation quantique du trou noir, ben, elle se manifeste donc, je le dis, sous la forme d'un rayonnement dit de corps noir. Alors ce dernier concept en physique n'a a priori aucun rapport avec celui de trou noir, avec l'adjectif noir. Il désigne en fait très généralement une sorte de radiateur idéal qui est en parfait équilibre thermique et donc qui est caractérisé par une certaine température. Donc en fait ça émet sur toutes les longueurs d'onde avec un certain spectre, c'est-à-dire une distribution en fait des longueurs d'onde, des fréquences, avec un spectre donc qui ne dépend que de sa température et pas de sa nature détaillée, là, de quoi il est formé. Donc en fait par un four parfaitement opaque qui est chauffé à une température donnée et dans la paroi duquel on perce par exemple un petit trou pour observer le rayonnement, ben, ça donne une bonne idée approximative en fait de ce qu'est un corps noir. Alors, la surface d'une étoile en équilibre, ça rayonne également à peu près comme un corps noir presque idéal. Voilà. Alors, même si dans le cas de notre Soleil, ça paraît jaune, ça correspond en fait à une température de 5500 degrés. Donc voilà, donc, le Soleil jaune, c'est un corps noir. En fait, les calculs de Hawking suggéraient que l'on pouvait attribuer au trou noir une température fixée par l'accélération de la pesanteur, la gravité de surface. Donc, voilà. L'évaporation quantique, elle est totalement négligeable pour les trous noirs astrophysiques, ceux qui ont une masse stellaire, encore moins ceux qui ont une masse galactique, parce qu'eux, ils croissent au cours du temps. Mais Hawking, donc, il a montré en fait qu'elle deviendrait dominante, cette évaporation, pour les mini-trous noirs primordiaux, qui auraient la taille, par exemple, d'un proton, une particule massive, et moins massive qu'un milliard de tonnes, disons. Et avec un temps d'évaporation qui devient en fait plus court que l'âge de l'univers, c'est-à-dire plus court que 14 milliards d'années. Voilà. Alors je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai parlé des trous noirs primordiaux, ben, en fait des micro-trous noirs primordiaux auraient pu se former au cours du Big Bang quand la densité d'énergie ambiante était tellement élevée que la moindre fluctuation aurait pu se condenser en un trou noir, par exemple microscopique. Alors donc cette découverte théorique du rayonnement quantique des trous noirs, qu'on appelle d'ailleurs depuis le rayonnement de Hawking, ben, ça a permis de comprendre que les trous noirs, en plus de leur intérêt astrophysique, ben, jouent le rôle d'une sorte de pierre de rosette dans le déchiffrage des liens énigmatiques entre la gravité, les quantas et la thermodynamique. Et elle a notamment ouvert la porte au fameux paradoxe de l'information, dont je parlerai peut-être, si je prends le temps de le faire, dans une vidéo suivante, mais j'ai un chapitre entier de mon livre qui lui est consacré. Voilà. Et donc, ce paradoxe fait plus que jamais débat aujourd'hui dans la communauté des physiciens théoriciens. Voilà. Alors c'est pour ça qu'en fait, la découverte théorique de l'évaporation quantique restera la contribution la plus importante de Hawking à la physique théorique moderne. Et lui vaudra d'ailleurs d'être nommé en 1990 professeur à l'université de Cambridge, à la prestigieuse chaire dite lucasienne, qui avait été auparavant celle de Isaac Newton et de Paul Dirac. Voilà. Alors à cette occasion, avec l'humour qui le caractérisait, Stephen Hawking, qui a joué sur le double sens du mot chair en anglais, c'est-à-dire ça veut dire à la fois chair, le professeur, et puis chaise, ben, il a ri de son propre handicap en disant à propos de son illustre
prédécesseurs, ben, je ne pense pas que la chaise de Newton fonctionnait électroniquement à cette époque. Voilà. Bon. Alors si la découverte du rayonnement de Hawking est si importante, alors pourquoi son auteur n'a-t-il jamais obtenu le prix Nobel de physique? C'est ce que se sont longtemps demandé les innombrables admirateurs du physicien britannique parce qu'ils ignorent en fait la façon dont fonctionne l'attribution du prix Nobel de physique par le comité suédois. Alors Stephen a toujours travaillé en fait aux frontières les plus spéculatives de la physique théorique et qui sont généralement hors de portée des vérifications expérimentales liées donc aux technologies. Voilà. Et donc à côté de quelques autres esprits brillants de la discipline, hein, comme Roger Penrose, Edward Witten ou André Linde, ben voilà, en fait, voilà ce qui le marginalise du courant principal, donc des physiciens, disons, pragmatiques, qui eux estiment qu'une théorie, aussi belle soit-elle, ben, n'a de vraie valeur que si elle supporte la confrontation avec l'observation. Voilà. Et ceux-là seuls sont éligibles pour le prix Nobel de physique. Donc Hawking n'avait par conséquent aucune chance d'en être le lauréat. Alors l'évaporation quantique des micro-trous noirs, ça reste hein, une hypothèse théorique qui n'est pas démontrée expérimentalement. Euh, alors certes, Stephen a écrit au moins une fois une prédiction théorique qui aurait pu être testée de son vivant par l'observation astronomique, c'est-à-dire justement l'évaporation des micro-trous noirs primordiaux. Euh, Il avait calculé que ça devait se traduire par des bouffées caractéristiques de rayonnement gamma qui seraient détectables par les instruments actuels. Voilà. Mais comme aucun indice n'a pu confirmer l'hypothèse, eh bien, soit les trous noirs primordiaux, les micro-trous noirs primordiaux n'existent pas, ou bien s'ils existent, ben, soit ils ne s'évaporent pas, ou soit ils sont trop rares pour qu'on les ait détectés. Voilà, et donc dans la troisième vidéo, j'aborderai maintenant les grandes questions de la cosmologie auxquelles s'est intéressé Stephen Hawking, les modèles d'inflation et puis surtout les modèles de cosmologie quantique. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo.